Réservation 01 42 17 10 70 ou actionculturelle@fsju.org. Vous écoutez RCJ, l'invité de la rédaction. Et nous avons le plaisir de recevoir en studio François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Versailles, chargé de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, mais avant tout agrégé de philosophie et professeur de philosophie. On se souvient de votre livre paru en 2014, Les déshérités ou l'urgence de transmettre, et vous publiez en ce mois de janvier À la jeunesse. C'est le titre de l'ouvrage que vous publiez chez Librio Flammarion, de Saint-Exupéry à Steve Jobs. De grandes voix appellent à vivre intensément, ça c'est le sous-titre. C'est un florilège de textes donc qui s'adressent directement à cette jeunesse. On va parler déjà peut-être de cette définition. Qu'est-ce que la jeunesse? C'est ce que vous tentez de définir dans la préface que vous signez. Mais avant tout, et au regard de l'actualité, François-Xavier Bellamy étant vous-même adjoint au maire d'une grande ville d'Île-de-France, de Versailles, donc quel regard portez-vous sur le débat qui est devenu polémique depuis hier soir sur le port ou non de la kippa, 2 jours après la violente agression antisémite de Marseille? Bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que le fait même de ce débat est une violence, ou le symptôme d'une violence qui monte dans la société et qui a quelque chose de tragique, évidemment. En publiant Les déshérités, vous le disiez, en 2014, j'écrivais comme un enseignant parmi d'autres sur le terrain que je n'avais pas peur du choc des cultures, mais du choc des incultures. Et je crois que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre d'une violence qui naît dans la société et qui se développe et qui se déploie à la mesure de la méconnaissance réciproque, à la fois des communautés, mais aussi des individus. Et je dois dire que ce que je trouve tragique dans cette histoire, c'est que le jeune qui est à l'origine de cette question, de ce débat qui commence à poindre, eh bien ce jeune-là, Youssouf, a 16 ans, c'est un jeune scolarisé, et on se demande dans quelle mesure notre école a pu faillir pour qu'elle permette à des jeunes qui sont passés par ces salles de classe d'atteindre un tel niveau de désintégration, de distance avec la société, à quel point elle a dû faillir pour que les jeunes qui, en quelque sorte, reçoivent encore notre enseignement, soient à ce point dépourvus d'esprit critique pour céder si facilement aux sirènes de l'islamisme et du djihadisme qui passent par le vecteur de l'image et du numérique, dont nous savons très bien qu'il vient séduire en particulier des jeunes que l'école n'a pas su accompagner vers une vraie liberté d'esprit. Et donc c'est une vraie interrogation qui est posée pour chacun d'entre nous. Évidemment, il y a ce débat tragique sur la question du port de la kippa, tragique parce que il veut dire que l'État n'est plus capable d'assurer une sécurité complète en France. C'est ça que concrètement ça veut dire. Mais derrière ce débat lui-même tragique, il y a quelque chose de plus complexe encore et de plus important, me semble-t-il. C'est la question de la crise éducative à laquelle nous sommes confrontés. C'est la question de la défaite de notre école et d'une certaine façon de la défaite de notre société qui n'a pas su transmettre à tous les enfants de notre pays les éléments d'une culture commune et d'un désir de connaissance réciproque. Et c'est évidemment les questions sous-jacentes à l'ouvrage que vous préfacez, François-Xavier Bellamy, qui s'intitule donc À la jeunesse, puisque ce sont de très beaux textes, des textes, on va en parler évidemment, mais qui immanquablement amènent à cette question: est-ce que la jeunesse de France aujourd'hui ne manque pas de ce socle commun, d'une culture et de valeurs communes? Et on a envie de vous poser la question également: qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse de France pour répondre, pour caricaturer à tous ces manques? Eh bien, je crois qu'il lui manque d'abord une parole d'aîné. Vous voyez, ce texte dont j'ai effectivement réalisé la préface, je ne l'ai pas écrit, c'est une anthologie de grands textes, et de grandes voix qui parlent aux jeunes et qui ont parlé aux jeunes dans les siècles qui nous ont précédés et qui ont parlé aux jeunes de ce qu'était la jeunesse et de ce qu'ils avaient apporté au monde. Et d'une certaine façon, là où dans Les déshérités, j'essayais de faire le diagnostic humblement et simplement d'une crise de la transmission, eh bien je crois qu'il est temps maintenant de créer des espaces pour reconstruire la transmission. Peut-être ce qui manque le plus aux jeunes de notre société, c'est d'abord la parole des aînés, la parole d'adultes qui acceptent de transmettre quelque chose, de dire ce qui est bien et ce qui est mal, de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, de transmettre la connaissance du monde et à travers cette transmission de fonder aussi des valeurs. On parle beaucoup de la transmission des valeurs, mais je crois que ça n'existe pas vraiment, la transmission des valeurs. Je pense que ce qu'on transmet... Qu'est-ce qui n'existe pas? La transmission ou la valeur? Ou les valeurs? La transmission des valeurs, c'est-à-dire on n'apprend pas aux jeunes à être respectueux, on ne leur apprend pas à être tolérants, on ne leur apprend pas à être paisibles, mais on leur transmet des connaissances, on leur transmet une certaine idée de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et à travers ces connaissances et cette culture, on vient fonder en eux le sens des valeurs et le sens des principes. On vient fonder en eux une éthique.
Et au fond, dans ces textes que nous avons voulu rassembler, que les éditions Librio ont rassemblé dans cet ouvrage, eh bien, nous avons des grandes voix qui parlent du monde aux jeunes qu'ils rencontrent, des grandes voix issues d'horizons très différents et de cultures très diverses, mais qui parlent de ce qu'est le monde et qui, en transmettant ce qu'ils savent, en transmettant ce qu'ils ont à dire, viennent fonder chez les jeunes qu'ils rencontrent et fonderont peut-être chez les lecteurs de cet ouvrage le sens de ce qui peut être bon, de ce qui peut être poursuivi dans la vie comme une valeur ou comme un principe. Et ce que vous révélez en creux, François-Xavier Bellamy, c'est peut-être la difficulté de cerner ce qu'est la jeunesse, puisque ce n'est pas simplement un état intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Oui, on parle beaucoup de la jeunesse, alors c'est aussi, cette préface était aussi pour moi l'occasion de revenir sur cette réflexion sur la jeunesse dont sans doute on n'a jamais autant parlé, mais qu'on n'a peut-être jamais autant interrogé dans ce qu'elle est profondément. Qu'est-ce que ça signifie vraiment être jeune ? Je crois que le débat est d'ailleurs profondément brouillé par le fait que notre société cultive la jeunesse comme une espèce d'obsession. Il faut toujours rester jeune, il faut avoir l'air jeune, il faut se refuser absolument à vieillir. Et cette jeunesse cultivée comme une apparence nous empêche bien souvent de réfléchir sur la signification réelle de la jeunesse dans nos vies, qui est d'abord une étape de nos existences et qui peut être aussi, pour chacun d'entre nous, cette occasion de conserver au cœur une forme de liberté d'esprit, d'indépendance, de distance, un sens de l'étonnement, de l'émerveillement aussi, et de l'indignation, de la révolte, tout ce que cultive au fond peut-être indirectement la philosophie comme d'autres branches de la culture ou du savoir. Et les nobles et grands aînés que vous citez donc dans votre ouvrage, l'appel au rêve, à l'audace, aux croyances, à la résistance. Et également, il y a une figure de style que l'on retrouve dans plusieurs de ces textes, qu'a priori tous les Français connaissent depuis l'élection de François Hollande, c'est ce qu'on appelle une anaphore. Rappelons, c'était le fameux « moi président », cette formule qui se répète souvent. Il y a un exemple, c'est celui notamment dans le discours de Félix Éboué qui s'appelle « Jouer le jeu ». Et « jouer le jeu » revient régulièrement au début de chaque paragraphe. Cette forme stylistique a induit quoi, selon vous, François-Xavier Bellamy ? Alors en fait, c'est un recueil de discours, donc il faut bien prendre conscience que ce sont des textes qui ont été prononcés par des personnalités diverses et variées, dans des occasions elles-mêmes variées, mais à chaque fois ce sont des textes qui ont été prononcés devant des jeunes. Et donc, ils gardent de cette forme le caractère très enlevé, le caractère très dynamique, et j'espère que les lecteurs auront plaisir à retrouver ces formes souvent très énergiques du propos qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs. Bien écrit aussi. Et avec évidemment des styles très divers, mais en même temps effectivement une grande qualité esthétique dans chacun de ces textes et un vrai intérêt pour le fond et la forme autant que la forme de chacun d'entre eux. Alors cette anaphore, elle dit précisément chez Félix Éboué en particulier le désir de cultiver l'enthousiasme. Et ce que dit Félix Éboué, et ce qu'on bien souvent on manque de dire aux jeunes, c'est que la jeunesse est d'abord un moment où il faut s'engager. Nous parlons souvent de la jeunesse, notamment dans le discours politique. Vous faisiez allusion tout à l'heure à François Hollande, mais c'est le cas d'ailleurs à gauche comme à droite. Nous parlons souvent de la jeunesse comme d'une priorité nationale vers laquelle il faudrait se tourner. Et nous parlons souvent des jeunes comme de ceux auxquels il faudrait donner des choses. Il faudrait donner aux jeunes du travail, leur donner des activités, leur donner des loisirs et peut-être leur donner tel ou tel moyen pour accéder à un emploi ou bien à un logement, etc. Et c'est vrai que les jeunes ont besoin, c'est une période de fragilité souvent dans l'existence, surtout dans la fragilité familiale que notre société peut connaître aujourd'hui. Les jeunes ont besoin qu'on les aide dans ces fragilités à surmonter une étape qui n'est pas toujours facile de la vie. Mais en même temps, la meilleure chose qu'on puisse donner aux jeunes, c'est d'abord l'occasion de se donner, l'occasion de s'engager. Et ce que dit Félix Éboué dans ce texte, qui est magnifique, ce que dit Zola aussi à sa manière dans un autre passage, c'est qu'au fond, la jeunesse est d'abord une responsabilité et que on ne donne vraiment aux jeunes ce qu'ils sont qu'en leur donnant l'occasion de vivre pleinement cette responsabilité que Félix Éboué résume à travers cette incantation, cette anaphore. Jouez le jeu, engagez-vous, ne restez pas passif, n'attendez pas qu'on fasse des choses pour vous, engagez-vous vraiment, donnez-vous les moyens de réussir. Et la meilleure chose qu'on puisse faire aux jeunes, c'est de leur donner les moyens de se donner eux-mêmes. Et d'autres citations qui sont d'une remarquable ou terrible d'actualité, si je puis dire, tel ce passage du discours d'Élie de Saint-Marc, par exemple, qui écrit « Oui, nous vivons une période difficile. Oui, il est toujours question de droit et jamais de devoir. » C'est peut-être ce point aussi, précisément, que la jeunesse française manque... Exactement, et c'est là où précisément en enfermant la jeunesse dans le lexique des droits, comme on le fait souvent, il faut donner de nouveaux droits aux jeunes, il faut leur donner des nouveaux dispositifs, des nouveaux moyens, des nouvelles solutions. En s'enfermant dans le lexique des droits, eh bien on se prive de finalement ce qu'il y a de plus signifiant, de plus consistant dans la vie.
Il ne s'agit pas de dire qu'il faut à nouveau parler des devoirs comme quelque chose de moralisateur et de pénible, mais de dire au contraire que c'est à travers nos devoirs, c'est-à-dire encore une fois à travers notre responsabilité personnelle, que nous pouvons nous accomplir pleinement dans la société en lui apportant ce que nous avons à lui donner. Et peut-être en fait, paradoxalement, pour revenir à ce que nous disions au début de la conversation, c'est peut-être ce qui explique aussi à certains égards la désaffection dont notre pays souffre et cette désagrégation qui fait que un certain nombre de jeunes sont attirés aujourd'hui par les folies du djihadisme et de l'intégrisme islamiste. C'est qu'au fond, pour la première fois de leur vie, à ces jeunes, on propose un idéal, on leur propose de se donner, on leur donne des devoirs, on leur propose une mission, et ils sont séduits par la perspective de pouvoir consacrer leur vie à quelque chose qui les dépasse. Aussi atroce que cela puisse paraître, lorsque notre pays ne sait plus proposer à sa jeunesse un idéal, elle laisse à d'autres que lui le soin de construire cet idéal dans le délire, la folie et la destruction. Et je crois que nous avons à retrouver le sens de cet enseignement civique authentique qui ne consiste pas seulement à parler de nos droits, mais qui consiste aussi à dire à chaque jeune, voilà quelle est ta mission, voilà quelle est ta responsabilité, voilà ce pourquoi tu dois te donner et non pas seulement ce que nous pouvons te donner. Les références à l'histoire sont aussi fréquentes dans ces discours. François-Xavier Bellamy, qu'il s'agisse aussi bien de Jean Jaurès que de Zola, par exemple. Est-ce que de telles références à l'histoire qui, a priori, s'enseignent, s'apprend à l'école, seraient encore possibles aujourd'hui dans un discours politique pour un public de jeunes, comme on dit? Et bien sûr, je crois que c'est un enjeu décisif et là encore, c'est un enjeu qui interroge notre responsabilité collective, j'allais dire notre responsabilité politique comme citoyen. La question de savoir dans quelle mesure nous sommes capables de fonder encore une histoire commune à travers l'enseignement qui est donné à chaque jeune de France est une question décisive. Et on l'a vu malheureusement, les décisions que nous sommes en train de prendre ne vont pas, je crois, dans le bon sens. La dernière réforme du collège et la réforme des programmes qui l'accompagnent ont été l'occasion de formuler des premières propositions qui étaient totalement à contresens, je crois, de ce que nous vivons aujourd'hui. C'était la première fois qu'on proposait dans le champ politique des programmes d'enseignement qui rendaient des pans entiers de notre histoire optionnels, et notamment l'enseignement des Lumières, l'enseignement du Moyen-Âge chrétien qui devenaient des options et qui devenaient facultatives. Heureusement, la révolte d'un grand nombre de grandes voix de l'histoire et de grands historiens ont permis que le gouvernement revienne sur sa proposition. Mais on voit bien que ce qui est en question ici, malgré tout, c'est le sens de cette histoire commune que nous devons proposer à nos élèves, que nous devons proposer à nos enfants. C'est la capacité à accueillir chacun d'entre eux avec ses racines, sa culture, son identité particulière, dans une histoire commune pour pouvoir permettre ces discours que vous évoquez à l'instant. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez raison de poser la question. Je pense que ces discours, même d'ailleurs par leur forme, nous paraissent un peu décalés et on ne sait pas si beaucoup d'entre eux pourraient encore être compris par une partie de la jeunesse française aujourd'hui. Non pas parce que les jeunes, évidemment, sont moins intelligents qu'aujourd'hui, mais parce que peut-être nous avons manqué quelque chose dans le travail de la transmission. Encore un mot, François-Xavier Bellamy, sur un très beau texte de Bergson. Bergson qui parle de la politesse, mais il nuance, il ne dit pas que ce sont les gens les plus civils qui sont les plus civilisés. Le prof de philo que vous êtes peut nous expliquer cela en quelques mots? Bien sûr, Bergson veut tenter de montrer que, au fond, la politesse, ce qu'il appelle la politesse, est une qualité intérieure, une qualité profonde de l'être. Et on a tort d'enfermer la politesse dans des conventions artificielles, comme si elle était simplement une question de vivre ensemble. La politesse, c'est d'abord, au fond, ce qui fonde la politique, c'est-à-dire la capacité, précisément, de se rapporter à l'autre en le reconnaissant comme un être humain, en le reconnaissant comme un être digne de respect et digne de considération. La politesse, c'est ce qui nous permet tout simplement d'ouvrir un dialogue commun. Et c'est une qualité profondément intérieure. On a souvent tendance aujourd'hui à parler des jeunes comme d'une espèce de période de la vie où il est normal de provoquer, d'être dans la provocation, dans l'ironie, d'être dans une espèce de distance vis-à-vis des formes de la vie civile et de la vie sociale. Et c'est une grande erreur parce que je crois que la jeunesse, c'est aussi un lieu pour cultiver cette forme intérieure de la politesse. Et on voit bien qu'évidemment, si on pousse les choses de façon radicale, de l'autre côté de la politesse, il y a la barbarie. Et ne pas se rapporter à l'autre de façon civile et civilisée, c'est ce qu'on a découvert à Marseille il y a encore quelques jours. C'est précisément ne se rapporter à lui que comme un ennemi, que comme un adversaire, d'une façon presque animale, d'une façon complètement brutale. Et c'est concourir à cette brutalisation de la société que nous voyons malheureusement se développer sous nos yeux. Un tout dernier mot sur le dernier texte qui clôt votre livre, ce florilège donc de discours à la jeunesse, François-Xavier Bellamy. C'est un discours de Steve Jobs. On a, je crois, tout dit depuis le décès du fondateur d'Apple sur lui et sur son ambition, mais pourquoi l'avoir mis dans ce florilège ?
Alors d'abord parce que c'était intéressant d'avoir une diversité de personnalités. Certaines sont issues du monde politique, d'autres du monde de la littérature, de la philosophie. Et c'était intéressant d'avoir aussi une personnalité du monde de l'économie. Deuxièmement parce que Steve Jobs est une personnalité contemporaine et qui a incarné quelque chose comme une audace, une créativité, une inventivité dans le monde économique, dont on peut évidemment discuter bien des choses, comme pour d'autres personnalités de ce recueil. On pourrait aussi avoir des discussions, des controverses et des débats sur les personnalités elles-mêmes. Mais Steve Jobs a été indéniablement l'un de ceux qui a le plus marqué l'histoire récente. Et puis troisièmement, parce que ce texte est extraordinaire. Vous voyez, moi je ne suis pas du tout du monde de l'industrie, mais le texte précis que nous avons produit dans ce recueil, que nous avons choisi de citer, ce texte est vraiment un texte très fort. C'est un texte de Steve Jobs aux étudiants de Harvard qu'il rencontrait. Et dans ce texte, il livre véritablement une leçon de vie en donnant à ces jeunes l'occasion de vivre, y compris leur ambition professionnelle, comme une forme de liberté intérieure, non pas dans le calcul et dans la tentative de se placer par tous les moyens, mais au contraire comme simplement la volonté d'apporter au monde ce qu'on a de meilleur à lui donner. Et ce texte en lui-même, indépendamment même de son auteur, a une force indéniable. Et il y en a bien d'autres, de Gaulle au maréchal de Lattre, en passant, nous le disions, par Jaurès ou encore Saint-Exupéry. Tous ces textes sont à lire dans le livre que vous préfacez, François-Xavier Bellamy, donc à la jeunesse de Saint-Exupéry, à Steve Jobs. Deux grandes voix appellent à vivre intensément aux éditions Librio. Merci d'être venu nous présenter. Merci à vous pour votre invitation.